Bien, donc, je vais faire un petit rappel donc, de ce qu'avait dit donc Madame Chani donc à la séance dernière. En fait, le problème de l'analyse syntaxique descendante ou prédictive, en fait, elle est basée donc en fait basée bien sûr sur euh, l'arbre. Donc, il faut construire l'arbre syntaxique à partir de la racine. Donc, c'est ça pour pouvoir arriver donc à produire effectivement la chaîne. Donc, on construit l'arbre syntaxique à partir de la racine en répétant quoi? Donc, on ajoute une production dans l'arbre syntaxique en utilisant bien sûr une dérivation gauche. Ok. Donc là, on vérifie l'égalité des deux symboles. C'est ça, c'est quoi les deux symboles? Les deux symboles, c'est celui généré par l'analyse lexicale, c'est-à-dire le symbole de prévision, avec bien sûr le nom terminal, donc de courant. D'accord? Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure quand on va faire le comportement. Vous allez voir comment donc on match, si vous voulez, donc les deux symboles pour voir quelle règle utiliser. D'accord? Donc, alors, quelle règle utiliser? Ça, il n'y a que la table d'analyse qui va pouvoir nous le dire. Donc, la table d'analyse qui est à deux dimensions, effectivement. Donc, nous avons les noms terminaux d'un côté et nous avons donc nous avons le symbole des prévisions, donc les symboles de prévision retournés par l'analyse lexicale qu'on doit matcher avec le nom terminal pour savoir quelle règle donc de la grammaire on va utiliser. Et donc ça, l'analyse, bien sûr, euh, utilise ou a besoin donc d'une table, d'accord, ce qu'on appelle une table d'analyse, qui va lui dire à tout moment de l'analyse effectivement laquelle. Et normalement, c'est une règle unique, on verra tout à l'heure. Donc on a bien vu pour votre réponse au niveau du forum, vous avez bien dit l'unique règle de production à utiliser parce que pour avoir bien sûr un déterminisme au niveau de l'analyse. Donc pour cela, on a besoin bien sûr de la règle. Par exemple, si je prends, j'ai l'axiome E et ID, c'est le symbole de prévision qui est retourné par l'analyse lexicale. Donc normalement, la table d'analyse, je vais regarder dans la table d'analyse, elle va me retourner tout simplement la règle E qui se dérive en TE'. C'est-à-dire, voilà, l'unique règle à utiliser pour pouvoir, bien sûr, construire l'arbre syntaxique ou tout simplement la dérivation. Bien. Alors pour cela, donc on va essayer donc pour pouvoir construire cette table, d'accord, on a besoin de bien sûr de calculer les fameux premiers et suivants, donc pour pouvoir remplir notre table d'analyse. Alors, c'est quoi les premiers en fait? Les premiers d'un symbole qui soit aussi bien terminal ou non terminal. Donc, préfixes, ce sont les préfixes des mots qui se dérivent de alpha. D'accord? Les premiers de alpha, ce sont les préfixes des mots se dérivant de alpha. Alors, on va voir ça si, sur un exemple. D'accord? Ici, je vais voir donc l'exemple. Donc, j'ai ici E comme axiome et ma chaîne, c'est tout simplement num. Donc, je veux dire, qui commence par num. Donc, si E peut se dériver en num, oh, bien sûr, on va y aller. Mais si E ne peut jamais se dériver en E, ça ne sert à rien d'aller plus loin, ça ne sert à rien donc d'aller chercher la dérivation. Alors, comment je peux savoir que E se dérive en num? Et c'est pour cela, il faut que num, c'est ce qu'on dit, il faut que num soit le premier de E. Donc ici, bien sûr, E se dérive en T, T se dérive en F, et F se dérive en num, bien sûr. Donc, mais là, il faut calculer si les premiers de E, si num est un premier de E, c'est-à-dire que je peux dériver E en num. Pas directement, bien sûr, selon une dérivation, bien sûr, multiple. Donc, si A est le symbole de prévision et A est le nom terminal à dériver, normalement, l'unique règle qui est appliquée, donc c'est A qui se dérive en alpha, d'accord? Donc, pour nous ici, c'est E qui se dérive en TE', c'est la seule règle qu'il y a donc qui part de E, d'accord? Donc, il faut que je trouve ça normalement dans la table de transition. Donc, si A appartient au premier de alpha, bien sûr, je peux appliquer cette règle. Si num appartient, hein, d'accord,
au premier de E, donc je peux utiliser cette règle. Si num n'appartient pas au premier de E, ça ne sert à rien d'utiliser, bien sûr, cette règle. De toute façon, il n'y aura même pas cette règle au niveau de la table. Elle sera, bien sûr, indéterminée. Donc, sachant que l'analyseur lexical retourne bien sûr num, on peut dériver E. Donc, il s'agit alors de n'appliquer, on applique donc cette règle-là que si on peut engendrer une phrase qui commence effectivement par num. Sinon, une erreur est déclarée. Donc, ce qui revient, c'est ce qu'on a dit, ce qui revient à vérifier si T peut engendrer donc num, ainsi de suite. Donc, grâce à T qui se dérive en Ft', donc on peut dire que F se dérive en num. Donc, il est possible d'affirmer que E peut effectivement engendrer une phrase qui commence par num. Donc, dire que E peut engendrer une phrase qui commence par num, c'est tout simplement, d'accord, dire qu'on peut appliquer cette règle et on dit tout simplement que num est un premier de E. Donc, c'est pour ça qu'on calcule les premiers de E. Comme ça, l'analyseur, il va directement, il va choisir donc la règle qui est au niveau de la table de transition. La table d'analyse, pardon. Donc, on dit que, tout simplement, que num est premier de E. Est-ce que c'est bon? C'est clair, cette histoire donc de premier de E. Alors, donc, si je reviens, par exemple, ici, ok, on va revenir. Donc, procédure de calcul. Comment on calcule justement les premiers de E? Si on a bien compris ce que ça veut dire, donc c'est si le nom terminal peut engendrer une phrase qui commence par ce symbole, tout simplement, ce symbole est un premier donc de ce nom terminal. Donc, la procédure de calcul des premiers est la suivante. Donc, tant qu'on peut ajouter bien sûr T epsilon à premier, on le fait. Donc, en fait, les premiers, ce sont bien sûr, évidemment, ce sont des terminaux. Il s'agit bien des terminaux parce que c'est ce qui est retourné par l'analyseur lexical. Tant qu'on peut ajouter un terminal ou epsilon, d'accord, à premier, bah, j'applique les trois instructions suivantes. Donc, si X est déjà un terminal, d'accord, donc s'il est un terminal, bah, son premier, c'est lui-même, tout simplement. Donc, OK, donc là, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, si X est nullable ou X se dérive en epsilon, on dit aussi X nullable. Si X se dérive en epsilon, donc si vous avez cette règle au niveau des règles de production, donc il suffit d'ajouter epsilon à premier de X. Si X est nullable, donc epsilon aussi, on peut dire que epsilon aussi est un premier de X. Bien, alors maintenant, dans le cas général, si X se dérive donc en alpha, d'accord, donc une partie droite de la règle avec une concaténation donc des non-terminaux ou et-terminaux. Donc, si on a ça, donc on ajoute, bien sûr, à premier de X, qu'est-ce qu'on ajoute? Bien sûr, s'il existe, tout dépend, s'il existe un I avec A appartenant à Y, I, donc bien sûr, et tous ceux qui sont avant sont nullables. Donc, imaginez que vous avez Y1 jusqu'à YI-1 nullable. D'accord? C'est-à-dire qu'il se dérive en epsilon. D'accord? Donc, le YI, d'accord? Pour lequel A est un premier de YI, bien sûr, ben, il suffit de rajouter justement. Donc, ici, donc vous avez si j'ai ça, d'accord? Et j'ai les deux. Bien sûr, si j'ai ça, si j'ai un A qui appartient à un premier de YI, donc pour tout J de 1 à K, epsilon appartient à Y de J. Donc, il faut absolument ajouter epsilon à premier de X. D'accord? Donc, il est évident. On ajoute bien sûr A à premier de I si il existe bien sûr un A qui appartient à premier de Y de I, mais tout ce qui est avant est nullable, tout simplement. Et il faut aussi ajouter epsilon à premier de X si bien sûr tout ça, hein, tous les YJ, d'accord, avec bien sûr de 1 à K appartient à YJ. De toute façon, on va voir un exemple, d'accord? Donc, je reviens sur cette règle-là, tout simplement. Si Y1, par exemple, n'est pas nullable, bah, tout simplement, je vais prendre le premier de Y1. Donc, là, en fait, ce fameux A qui appartient à premier de X, tout simplement,
Le i, c'est le 1, tout simplement. Donc, vous avez le fameux i, c'est 1. Donc, a appartient à y de 1. Donc, a, ça va être un premier de x. Comme tout à l'heure. Donc, si j'ai e qui se dérive en t, je crois que c'est t, je ne me rappelle plus de la... Si je prends ça, par exemple, e qui se dérive en te', donc là, ce sont des yj, d'accord? Donc, je prends le premier, tout simplement, de t. OK? T, t ici n'est pas nullable, donc je prends le premier de t. Mais si t est nullable, bien sûr, il va falloir aller prendre le premier de e', ainsi de suite. Si e' est nullable, et ainsi de suite, donc si j'ai plusieurs yj. Tout simplement, c'est ça ce que ça veut dire, donc tout simplement cette règle. OK? Donc, je prends A si c'est le premier. Sinon, bien sûr, il faut ajouter epsilon à premier de x. OK? Bien. Alors, maintenant, l'algorithme, justement, pour calculer les premiers d'une manière formelle, d'accord? Donc, le calcul des premiers de x, avec x, bien sûr, appartient au vocabulaire, qu'il soit aussi bien terminal que non terminal. Donc, au début, les premiers de x, c'est vide, d'accord? On commence par le vide. Et puis, bon, si c'est un terminal, donc il suffit de rajouter x au premier de x, tout simplement, d'accord? Donc, ça veut dire que x est déjà terminal. Sinon, si x n'est pas un symbole terminal, donc il est un non terminal. Donc, qu'est-ce que je dois répéter? Pour chaque règle, vous avez x qui se dérive en alpha. Pour chaque règle, x qui se dérive en alpha, parce que je peux avoir plusieurs règles, bien sûr, x qui se dérive à alpha 1, alpha 2, alpha 3. Donc ici, pour chaque règle, x se dérive en alpha, qu'est-ce que je dois faire? Donc si alpha est nullable, si alpha égale epsilon, il suffit de rajouter le epsilon. Ça, c'est clair. Alors sinon, si alpha n'est pas nullable, si alpha ne se dérive pas en epsilon, donc là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ici, j'ai un certain nombre donc de y dans la partie droite de la règle. OK? Donc cette partie-là, qui appartient bien sûr à la production, bien sûr aux règles, est une règle. Bien sûr, ça, c'est une règle. Donc si alpha égale à y1 jusqu'à y4, la partie droite de la règle, hein, et si le premier de cette partie-là est nullable, d'accord? Alors, il faut rajouter epsilon, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. D'accord? Donc, c'est notre fameux t qui était f, si f est nullable, donc il faut aller vers le e'. Donc, si c'est nullable, ben, il faut tout simplement rajouter les epsilon au premier de x. Sinon, si c'est pas, tout simplement, si c'est pas nullable, si ça ne dérive pas en epsilon, ben, il existe forcément un i pour lequel un yi, d'accord, n'est pas nullable. Et donc, je prends les premiers. Le a appartient au premier d'eux. Donc, à ce moment-là, si vous avez a appartient à premier de ce yi, il suffit de le rajouter donc dans les premiers. Donc là, c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur l'exemple, ça revient en même. Donc, on va le voir sur un exemple. Pour justement, notre objectif, c'est de remplir, n'oubliez pas, c'est de construire la table d'analyse. Alors, comment on calcule les premiers? Là, on a vu d'une manière formelle, d'accord? Comment on le calcule avec un algorithme. Alors maintenant, on va le voir sur un exemple. On prend toujours le même exemple puisque vous y êtes familier, d'accord? Donc ici, le premier, alors ce qui est conseillé, c'est d'aller vers le dernier, c'est-à-dire là où on a des terminaux. Parce que comme ils sont, on les calcule au fur et à mesure, ils dépendent les uns des autres. Donc il faut commencer par le nom terminal qui se dérive en terminaux. Comme ça, vous avez directement les premiers en question en premier. Donc les premiers de f, c'est quoi? Les premiers de f, bien sûr, on a dit c'est des terminaux, bah, il suffit de rajouter. Donc, vous avez num, vous avez id, vous avez la parenthèse ouvrante. Donc, ce sont les trois terminaux hein, premiers de f. OK? Donc, f se dérive en parenthèse E, parenthèse fermante. Donc, bien sûr, le premier de cette partie droite, vous vous rappelez, c'est ça les yi. Le premier, c'est tout simplement la parenthèse ouvrante, tout simplement, parce que ce n'est pas nullable. Donc, je prends le premier,
qui est tout simplement la parenthèse ouvrante. Donc, je répète, les premiers de f, c'est simple, c'est num, id et parenthèse ouvrante. Bien. Alors, maintenant, je passe au suivant. Celui qui suit, les premiers de t'. Les premiers de t', là aussi, c'est des terminaux. Donc, il y a la multiplication, il y a la division, d'accord? Et il y a le epsilon. Donc là, c'est assez facile, c'est clair. Alors, je passe au suivant. Les premiers de t, ce sont les premiers de f, d'accord? Et les premiers de f, on les a déjà calculés, donc il suffit de les reprendre. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on commence par celui où on a directement les terminaux pour nous faciliter le calcul des autres non-terminaux qui suivent. Alors maintenant, je passe à E'. Les premiers de E', là aussi, vous voyez, ce sont des terminaux, c'est plus, moins et epsilon. Voilà, donc c'est assez facile ici. Les premiers de E, ce sont les premiers de T. Et les premiers de T sont tout simplement num, id et parenthèse ouvrante. OK? Donc maintenant, cette première phase de calcul pour pouvoir construire notre table d'analyse, donc, va nous aider bien sûr à remplir en partie, donc, notre table d'analyse en fonction des premiers, bien sûr. Alors, tout simplement, donc notre table d'analyse, en fait, c'est quoi? Notre table d'analyse, ce sont donc les terminaux qui sont c'est les UL qui sont envoyés par l'analyseur lexical. Et ici, ce sont les non-terminaux, donc, qui sont au niveau des règles de notre production, les non-terminaux de notre grammaire, qui sont E, E', T, T' et F. Donc, vous voyez, ici, il suffit de remplir par les terminaux. Les terminaux de par les premiers. Donc, les premiers de E, donc ici, les premiers de E, donc je vais vers E, premier de E, c'est num, id et parenthèse ouvrante. Donc là, c'est num, id et parenthèse ouvrante. Donc bien sûr, j'ai une seule production qui part de E, c'est TE', donc il suffit de mettre ce que j'appelle l'unique production, donc au niveau de la grammaire. Donc je mets TE', TE' et TE' au niveau donc des premiers. Les premiers de E'. Les premiers de E', on a dit que c'est plus, moins et epsilon. Donc plus, moins et epsilon. Donc il faut bien sûr mettre la règle correspondante. Pour le plus, c'est plus TE', d'accord? Pour le moins, c'est la règle moins TE', et epsilon, tout simplement. OK? Voilà, donc là, ici, epsilon, on ne met pas, on met bien sûr les terminaux, je veux dire les terminaux qui sont non nullables, et on verra pour le epsilon, justement, c'est la suite, c'est pour la suite, pour calculer, bien sûr, les suivants qu'on verra par la suite. Donc ici, je remplace, bien sûr, tous les non-terminaux, je remplace ici, je remplis par la règle correspondance. Pour T, c'est FT', c'est la seule unique règle. Pour T', donc j'ai pour la multiplication, c'est multiplier, donc FT'. Pour la division, c'est diviser FT', ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui reste pour F? C'est num, id et tout simplement E. Donc, donc, vous voyez ici, en fait, c'est la règle, mais on met juste la partie droite pour simplifier au niveau du remplissage. En fait, c'est une règle. C'est la règle qu'on va appliquer, donc que l'analyseur syntaxique applique. Donc, il va lire dans la table d'analyse et applique la règle correspondante donc au niveau de la table. Donc, vous voyez très bien que la table, elle est incomplète. Hein. Donc, il y a encore des petites choses. Quand on a le epsilon, on ne réagit pas pour le moment parce que on a besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a après. D'ailleurs, Madame Chadmi, on a parlé un petit peu la dernière fois et on va aller dans ce sens. Alors, s'il n'y a pas de questions pour le calcul des premiers, est-ce que tout le monde a compris comment on calcule les premiers? Normalement, il ne doit pas y avoir de problème, c'est assez facile. Sinon, bah, vous ouvrez le micro et vous posez votre question. Je n'ai pas vu de questions au niveau du chat. C'est bon? Ok, on va avancer. Bien, alors maintenant, on va aller vers les suivants. Les suivants, justement, quand on a un epsilon, en fait, s'il n'y a pas d'epsilon, il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de suivant. Mais quand il y a un epsilon, on a envie de savoir, comme c'est nullable, qu'est-ce qu'il y a après? C'est-à-dire, on ne peut pas refuser. J'ai
un terminal, bien sûr, à analyser et j'ai une règle avec epsilon, est-ce que ce qui vient après va être, bien sûr, ce terminal? Ça, c'est ce qu'on va voir donc dans cette partie qu'on appelle tout simplement la deuxième phase, c'est le calcul des suivants. Alors, je reprends le même exemple parce que justement ici, on utilise cette histoire de suivant. Donc, vous vous rappelez ici, si vous vous rappelez bien, parce que Madame Chami a bien mis le doigt dessus, elle vous a dit justement ici, on a utilisé ce fameux T' qui dérive en epsilon. Alors, c'était quoi le problème justement? Ici, alors, j'ai E, donc là, j'ai l'entrée, en fait, j'ai quoi? C'était num. Num, donc il faut matcher, on a dit la règle qu'il faut utiliser, donc on match l'UL retourné par, bien sûr, l'analyse lexicale qui est num, et bien sûr, le non-terminal. Le non-terminal qui est l'axiome pour nous, c'est E. Donc num avec E, en regardant la table d'analyse, effectivement, c'est TE'. Donc je prends la règle TE'. OK? Donc j'avance. TE'. Donc après, bien sûr, vous voyez que T, maintenant, je dois matcher num avec T. OK? Donc je dois matcher num avec T. Num avec T, elle me donne FT'. Donc je mets FT'. Alors regardez ici, qu'est-ce qui est en attente? Il y a le E' qui est en attente. On ne l'a pas encore touché parce que de toute façon, on va de la gauche vers la droite. L'analyse donc traite de la gauche vers la droite. Donc ici, j'ai traité T. Donc T avec num, elle me donne ici au niveau de la table FT'. Donc la même chose, je laisse en instance le T', E' qui attendent. Alors où ils attendent, justement, c'est ce qu'on va voir. Retenez bien donc cette histoire. Donc ils attendent, ils sont quelque part en attente de traitement par la suite. Il ne faut pas les perdre. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser bien sûr par la suite une pile que vous verrez tout à l'heure. Donc c'est juste pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille pour comprendre par la suite. Bien, alors maintenant, je vais matcher num. Tant que je n'ai pas atteint num, je continue bien sûr à dériver. Num avec f. Donc num avec f, bah, ça me donne num, parfait. D'accord? Donc j'ai num avec t', e'. Bien. Alors maintenant, num est consommé, j'appelle donc le prochain UL. Le prochain UL, donc c'est plus. OK? Donc je dois matcher t' avec plus. Alors t', ah, pourquoi il manque ici un T'? Pourquoi il n'apparaît pas? Je ne sais pas pourquoi. Il y a une ligne qui a disparu ici. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, il y a T' ici. Si je reviens ici, si je reviens, vous voyez, donc T', on a ici, il n'y a pas, j'ai pas utilisé parce qu'il n'y a pas de plus ici. Donc, je reviens à mon exemple. Donc ici, je dois matcher, pardon. Je ne sais pas pourquoi la ligne des T' a sauté. Vous voyez là peut-être tu recopies peut-être juste la ligne du slide mais elle 57 est là. vers le slide 6. Non, elle est là. C'est quand je passe en mode. C'est quand tu passes en. Ah, peut-être qu'elle est dynamique. Elle est Ok, peut-être en elle est dynamique. dynamique, c'est possible. Mhm. Bon, alors je vais travailler comme ça, en plein écran, en écran réduit. Donc ici, vous voyez, ici en fait, je suis là. C'est dommage pour le dynamisme. Donc ici, je match le T' avec num, d'accord? Avec plus, pardon. Je match le T'. Donc je reviens à mon dynamisme, je préfère. Donc ici. Donc je dois matcher T' avec plus. Donc on a vu, on match T' donc avec T' avec plus. Donc T' avec plus, elle nous donne tout simplement, en fait, qu'est-ce que j'ai? T', là je vais le voir ici, tout simplement. Donc T' avec le plus, T' avec le plus, donc ici, voilà. En fait, je crois que le plus, c'est un suivant. Oui, bien sûr. Je match avec le plus,
mais on voit que j'ai pas de plus ici. Donc, en fait, Voilà. l'unique règle que j'ai ici, c'est epsilon. Alors, est-ce que je dois mettre epsilon? Je sais pas. Je ne peux mettre epsilon que si je sais qu'il y a un plus qui va suivre par la suite. Sinon, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, la table, qu'est-ce qu'elle doit me dire? Elle doit me dire, si elle voit le plus, elle va me dire ici, normalement, au niveau de la table, elle doit me signaler que effectivement, il faut mettre cette règle epsilon. Le plus est un suivant. Donc, normalement, je dois trouver ici, alors je sais pas, ah, ben voilà, elle sort ici. Donc, normalement, elle doit me dire, la table, que oui, si j'ai T' avec plus, en matchant T' avec plus, oui, je dois appliquer la règle epsilon parce que le plus est un suivant de T'. D'accord? Donc, en fait, c'est pour ça qu'on doit absolument, quand j'ai un nom terminal nullable, je dois absolument calculer ces suivants pour prédire un petit peu ce qui va venir par la suite. Ça sert à rien. Si le suivant n'est pas un plus, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, c'est même pas la peine d'appliquer. Donc, je mets erreur. Mais si le suivant, bien sûr, justement, c'est le plus, ben, je peux appliquer cette règle epsilon tout simplement. Donc, vous voyez, donc je ne mets ici epsilon que si le plus est un suivant de T'. OK? Donc, normalement, au niveau de la table, on doit compléter la table avec les suivants. En cas où j'ai une dérivation nullable avec epsilon, je dois compléter avec les suivants. Comme ça, si je tombe sur un terminal, donc par exemple ici le plus, ben, je peux dire effectivement que je peux avancer et je peux continuer à dériver. D'accord? Donc ici, j'ai mis T' qui se dérive en epsilon parce que je sais, la table me dit effectivement, oui, le plus est un suivant de T'. Donc je peux effectivement utiliser cette règle epsilon. OK? Voilà, donc ici, bien sûr, après je passe au suivant. Donc maintenant j'ai consommé le plus, donc je passe au prochain UL, donc c'est ID, et donc je continue ici, T qui se dérive en FT', ainsi de suite. Donc là, notre objectif, c'est de vous montrer c'est quoi le principe donc du suivant. Donc après, on verra le comportement sur d'autres, jusqu'à ce qu'on arrive bien sûr à la fin de la chaîne, qui se termine bien sûr avec. Vous avez vu le dollar ici. Le dollar, c'est tout simplement, c'est pour terminer la chaîne d'entrée. C'est qui marque la fin, la chaîne d'entrée. Donc, en passant par là, je le mentionne. OK? Bien. Alors, maintenant, je reviens à la définition formelle des suivants. Est-ce que tout le monde a compris le principe? D'accord? Alors, je ne sais pas ce que vous avez écrit au niveau du chat. Oui, non, effectivement, c'était bien ça. OK. Alors, là, il y a une question ici. Si f peut aller aussi à epsilon, alors la parenthèse fermante sera inclue. Si f peut aller aussi à epsilon. J'ai pas vu ça. Il faut revenir, je sais pas si. En fait, je pense si f peut que aller Elliot propose aussi à de epsilon, changer qui n'est pas le c'est-à-dire cas. il propose de Si changer f, la grammaire en est rajoutant. nullable, bien sûr, Voilà. les premiers vont différer. Les premiers de t vont être le premier de t', donc ça va être autre chose. Donc, je ne sais pas si on peut. OK. Donc, si on verra peut-être ta question, tu le verras en expliquant donc mieux sur un exemple. Donc ici, qu'est-ce qu'on appelle les suivants de alpha? Les suivants de alpha, en fait, ce sont tous bien sûr, les mots, pas les mots, en fait, ce sont des symboles, tout simplement. Quand on dit suivant de alpha, il faut repérer alpha dans la partie droite de la règle, c'est clair. Donc alpha suivant de T', il faut chercher T', on a cherché T', bien sûr, à la droite de la règle. Donc à chaque fois, pour chaque règle où vous avez un alpha dedans, les suivants de alpha sont les premiers de gamma, tout simplement. D'accord? Donc en fait, les suivants de alpha sont les premiers de gamma. Donc en fait, c'est tout le W tel que, bien sûr, W appartenant à premier de gamma. Donc ici, pour notre exemple, plus appartient au suivant de T' parce que vous avez, dans cette règle-là, vous avez une partie droite qui s'écrit, comme on l'a vu dans l'exemple, num T', E'. Et plus est un premier de E'. Donc,
on peut dire que plus est un suivant de T'. Donc, c'est clair, quand vous avez une règle comme ça, bêta, alpha, gamma, donc les suivants de alpha sont tout simplement les premiers de gamma. D'accord? On va voir, on va expliciter donc davantage donc, des cas particuliers tout à l'heure. Donc, on dit que plus est un suivant de T', tout simplement. D'accord? Donc, tout simplement tout à l'heure, ici, puisque plus est un suivant de T', là, je peux effectivement, à ce niveau-là de la table, mettre donc la seule, je peux dire la règle T' qui se dérive en epsilon. Donc, je peux dire à l'analyseur, effectivement, de dériver avec epsilon. Donc, c'était ça le principe du calcul du suivant. Alors, comment on calcule justement la procédure de calcul des suivants d'une manière générale? On va parler formellement. Donc, tant qu'on peut ajouter bien sûr à T un suivant, donc comme tout à l'heure, on va appliquer les trois règles suivantes ou les trois instructions suivantes. Donc, si c'est l'axiome, on doit ajouter $. Pourquoi? Alors là, je vais passer avec, je vais utiliser le stylo. Voilà, je vais utiliser le rouge par exemple. Alors, je vais utiliser cet endroit-là. Donc, si par exemple, j'ai S qui est l'axiome, d'accord, qui se dérive donc en quelque chose, là, bon, je vais mettre comme ça. Donc, puisque c'est l'axiome, normalement, à votre avis, puisque S c'est l'axiome, normalement, ma chaîne en question se dérive ici. Donc, ici, j'ai ma chaîne. Donc, ma chaîne que je veux dériver, elle est là. D'accord? Si ma chaîne appartient à la grammaire est engendrée, normalement, on doit la retrouver à partir de S. Alors, puisqu'on a dit qu'on termine toujours la chaîne en entrée, on la termine toujours avec $. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? Donc, pour chaque, donc, on la termine avec $. Donc, ici, chaîne se termine avec $. Donc, S, il dérive la chaîne. C'est pour ça qu'on dit le suivant de S, c'est $. Puisque S, vous voyez ici, vous avez toute la chaîne. Et le suivant de la chaîne, tout simplement, c'est $. Donc, par définition, au début, on dit si S est l'axiome, donc forcément, le suivant de l'axiome est $. Donc, par défaut, je rajoute $. Appartient au suivant de S. Donc, ça, c'est la première règle. Ok, ça marque la fin. Donc, voilà. Donc, on a forcément $. Qui appartient au suivant de S. Alors, deuxième. Alors, on va revenir à mon stylo. Alors, ici, donc j'ajoute premier de bêta, et je retire bien sûr les epsilon, tous les premiers. Vous vous rappelez, les suivants, bien sûr, les premiers sont les suivants de B. Donc, B, il se trouve dans une règle ici. Donc, tous les premiers des bêta, normalement, doivent être ajoutés à suivant de B. Donc, les premiers de bêta doivent être ajoutés aux premiers de B. D'accord? Donc, ça, je pense que c'est... Alors, là, je vais mettre aussi... je vais rajouter... Je ne sais pas si j'ai... Je vais mettre ici, par exemple. Je vais rajouter ici. Alors, j'ai, par exemple, ici, j'ai A. Donc, A. Qui se dérive en alpha. D'accord? Attendez, je vais redessiner, si vous permettez. Donc là, je vais redessiner. Que ça va cacher. Ah, j'ai envie d'avoir le tableau devant moi pour écrire à mon aise. Enfin, bref. Donc ici, par exemple, j'ai A. C'est la grosse frustration. Donc j'ai le A, d'accord? C'est un nom terminal. Il n'est pas forcément l'axiome. Donc je suis au milieu de l'arbre, de l'arbre des dérivations, l'arbre syntaxique. D'accord? Donc A qui se dérive en alpha, d'accord? Voilà, alpha, bêta et B et, d'accord? Donc ici j'ai B. Voilà, et ici j'ai bêta. Donc je vais juste suivre un petit peu le. Donc alpha, bien sûr, ça va être quelque chose comme ça.
B aussi, d'accord, et bêta aussi. Okay. C'est la suite. Donc normalement, alors ici, c'est quoi qu'on dit ici? Ajouter premier de bêta à suivant de B. D'accord? Donc les premiers de bêta, tous les premiers de bêta ici doivent être ajoutés au premier de B. OK? Alors ça, il n'y a pas de problème. Alors par contre, là, le deuxième cas, c'est là où j'aurai besoin donc de mon petit croquis. Donc ajouter à suivant, ajouter suivant de A à suivant de B. Pourquoi? Ajouter suivant de A à suivant de B. Pourquoi? Alors, si A se dérive en alpha B, alors si j'ai pas ça, si tout ça, je l'ai pas, j'ai directement alpha B. D'accord? Donc, c'est-à-dire que je vais changer la couleur, je vais prendre bleu, par exemple. Alors, ça veut dire que j'ai tout simplement, je vais tracer comme ça, hein. Voilà, A. OK? Donc, en fait, le suivant de A, c'est quoi? Le suivant de A, il est là. Donc, tout simplement, je dirais que, en fait, le suivant de alpha B ou le suivant de B, ça va être tout simplement, si j'ai pas, ceci dit, si j'ai pas le bêta, hein, si je n'ai pas le bêta, ou tout simplement le bêta est nullable. Le bêta peut se dériver en epsilon. Ça veut dire que je vais me retrouver avec il y a A qui se dérive en alpha B. Alors, si j'ai ce cas-là, A qui se dérive en alpha B et je dois chercher le suivant, c'est comme si j'ai pas en fait, c'est comme si j'ai quelque chose comme ça. D'accord? A qui se dérive en alpha B. Donc, les suivants de B, ça va être tout simplement les suivants de A. D'accord? Donc, les suivants de A, ça va être ici. Donc, je prends les suivants de B, ce sont les suivants de A. C'est-à-dire que je n'ai pas cette partie-là. Hein? Donc là, je vais barrer ça. C'est-à-dire, ou bien c'est nullable, ou bien je n'ai pas cette partie-là. Ça, c'est le troisième cas. Hein? Ici, je suis là. Donc, je reprends. Si j'ai bien sûr alpha, B, bêta, il n'y a pas de problème. Les premiers de bêta, ce sont bien sûr les suivants de B. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, si le bêta est nullable ou on l'a pas. Si tout simplement j'ai A qui se dérive en alpha bêta, alpha B, qui est ça. Donc les suivants de B, ça va être tout simplement le suivant de A. Et si aussi bêta est nullable, même si j'ai ça mais bêta est nullable, ben je prends tout simplement le suivant de A en plus. Est-ce que vous avez compris cette histoire donc de suivant de A que je récupère? Donc si A se dérive en alpha B, d'accord, le suivant de B, donc je récupère le suivant de A dans le suivant de B. OK? Dans le cas aussi où bêta est nullable, je récupère le suivant de A. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions dans ce sens? C'est bon? On peut avancer? Donc, on va avancer. Bien. Donc, ici, donc formellement, le suivant de A, alors, Zdawi, qu'est-ce qu'il dit, Mohamed? Les suivants de A qui sont les suivants de B, mais pas à l'inverse. Ah, bien sûr. En fait, pour calculer les suivants, j'ai bien dit qu'il faut regarder la partie droite. Toujours. Il faut regarder dans la partie droite de la règle. On ne regarde pas à gauche. On regarde dans la partie droite et on cherche, bien sûr. Donc, c'est clair. Donc, les suivants de B, c'est autre chose. Pour calculer les suivants de B, ben, il faut chercher B dans les règles où se trouve B, bien sûr. Les suivants de alpha inclus dans les suivants de bêta. Ne mélangez pas les choses. Hein. Chaque nom terminal a ses suivants et on verra comment on les calcule. Chaque nom terminal, il faut le prendre à part. Il faut pas, hein, il faut le prendre à part et vérifier toutes les règles qui se trouvent bien sûr dans la production. Et regardez, à chaque fois où vous avez donc ce nom terminal, il faut le vérifier. On verra sur un exemple tout à l'heure. Enfin, tout de suite. Donc ici, formellement, comment on va calculer justement les suivants d'un nom terminal? D'accord, les suivants de alpha, en fait, ce sont les premiers, on a dit, les premiers de gamma, tout simplement. Ça on l'a vu. Alors, mais maintenant, vous avez vu qu'il y a des cas particuliers au niveau des règles. Donc, calcul des suivants de B qui sont bien sûr des noms terminaux. Donc, S étant l'axiome. Donc, si B
est l'axiome, donc forcément, je rajoute dollar. Si B n'est pas l'axiome, je mets le vide, donc j'initialise au vide, il n'y a pas d'axiome, tout simplement. D'accord? Donc, je répète, effectivement, pour chaque règle, j'ai dit, pour chaque règle de la grammaire. Donc, vous voyez que je ne regarde pas à gauche, je regarde à droite, la partie droite de la règle à chaque fois, et je fais un trait dessus. Donc, vous voyez, pour calculer les suivants d'un non terminal, il faut toujours chercher dans la partie droite des différentes règles, là où vous voyez un B. D'accord? Donc là, pour chaque règle où vous avez une partie droite qui contient le B, ben, il faut vérifier, tout simplement. Si vous avez cette forme-là, ben, tous les premiers de bêta vont être les suivants de B, tout simplement. Si epsilon appartient au premier de bêta, d'accord, il faut retirer, bien sûr, l'epsilon. On prend les premiers sans l'epsilon, bien sûr. Donc, si epsilon appartient à un premier de bêta, donc il faut rajouter les premiers de bêta moins epsilon. Et bien sûr, union S de A. Pourquoi? Vous vous rappelez? J'ai dit, si bêta est nullable, il faut prendre aussi les suivants de A. Parce que bêta est nullable. Vous voyez, donc on revient un petit peu sur ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, si bêta est nullable, d'accord, je prends les premiers de bêta, d'accord, et puisqu'il est nullable, je rajoute aussi les suivants de A. Donc, je prends les premiers de bêta, bien sûr, sans l'epsilon, et je rajoute les suivants de A. Ça, si il y a un epsilon dans les premiers de bêta, si epsilon est un premier de bêta. Sinon, si bêta n'est pas nullable, d'accord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'epsilon, ben, il suffit de rajouter les premiers de bêta, tout simplement. Donc, je répète, pour chaque règle que vous avez comme ça, donc de cette forme-là, alpha, B, bêta, d'accord, c'est clair que les suivants de B sont les premiers de bêta, sans l'epsilon si bêta est nullable. Donc, je rajoute les premiers de bêta sans l'epsilon, si bêta est nullable, et je rajoute, bien sûr, si bêta est nullable, je rajoute par la même occasion, je rajoute les suivants de A, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, bêta est nullable, donc je me retrouve dans les suivants de A, qui est la racine, tout simplement. Si bêta n'est pas nullable, je prends tout simplement juste les premiers de bêta. Alors, je répète pour chaque règle, hein, donc vous voyez ici, pour chaque règle, j'ai pas cette forme-là, j'ai le forme directement, c'est-à-dire B se trouve à l'extrême de la partie droite, c'est alpha B, tout simplement. Ben, il suffit de rajouter les suivants, hein, les suivants de B sont tout simplement les suivants de B union suivants de A. Je prends bien sûr les suivants de la racine. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de premier ici, il n'y a rien après B, donc il suffit de prendre les suivants de A, de hériter des premiers de A. OK? Est-ce que c'est clair, ce calcul des suivants? On va voir sur un exemple. Ici. Je ne sais pas si tu as vu la question de Ayoub. Bon, elle date de 6 minutes. Les suivants de alpha inclus dans les suivants de bêta. C'est ce que j'ai dit. En fait, je l'ai vu tout à l'heure, mais je lui ai dit qu'il ne faut pas mélanger. Ils sont en train de mélanger. Voilà, c'est ça. Ne mélangez pas. J'ai répété, j'ai dit, il faut surtout prendre l'élément qu'on est en train, le non terminal qu'on est en train d'étudier, de calculer ces suivants. Il faut le prendre d'une manière, bien sûr, je ne dirais pas isolée, mais je calcule les suivants de alpha. Ben, je ne regarde pas bêta, je regarde ce qui vient après. Ce qui vient après, bien sûr, je prends les premiers de ce qui vient après, bien sûr. Si c'est nullable, je prends les suivants de la racine. Mais je ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a après. Donc, on va le voir sur un exemple, si vous permettez. Donc, ici, je reprends donc le même exemple que tout à l'heure. Donc, étant donné les premiers, on doit calculer les suivants. Alors, contrairement à tout à l'heure, d'accord? Tout à l'heure, on a commencé par les derniers, le dernier qui est F. Maintenant, pour les suivants, il faut commencer en général, on commence par celui, donc on commence par l'action d'une manière générale. Sauf cas contraire, qu'on verra, il y a des cas particuliers où on peut commencer par d'autres. En tout cas, il faut passer par tout. Alors, les suivants de E, d'accord? Les suivants de E, en fait, c'est quoi? Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut regarder? Suivant de E, donc il faut regarder dans les règles, toutes les règles, là où vous voyez un E.
Où est-ce que je vois un E dans la partie droite des règles? Il ne faut pas regarder ici. Il faut regarder là, dans la partie droite des règles. Donc ici, il n'y a pas de E, il n'y a pas de E, il n'y a pas de E. Ici, j'ai un E. Donc le seul E que j'ai, c'est dans cette règle-là. Et donc le suivant, qu'est-ce qu'il y a après? C'est le fameux bêta. Le fameux bêta ici, bah, tout simplement, c'est la parenthèse fermante. OK? Comme c'est l'axiome, comme E est l'axiome, donc je mets le dollar d'office. Et la seule règle où apparaît le E, c'est celle-là. Et le suivant, c'est parenthèse fermante. Est-ce que c'est clair pour E? Alors maintenant, je passe au suivant. Je passe à E'. Alors, le suivant de E', je regarde E', là où se trouve E', hein, dans la partie droite. Donc, il y en a ici, il y en a dans la première. Donc, j'ai la forme, vous vous rappelez, j'ai la forme alpha B, je crois. D'accord Donc, il se trouve complètement à droite, le E'. Donc, les suivants de E' sont les suivants de E. Très bien, Hicham. D'accord? Oui, le suivant de E sont les suivants de E. Les suivants de E' sont les suivants de E. D'accord? Donc ici, je vais avancer. Le suivant de E' sont les suivants de E. Donc là aussi, je regarde. Il ne faut rien oublier. Si vous ratez une règle, vous avez faux. Hein? C'est-à-dire que même la table d'analyse par la suite est fausse parce que vous avez raté une dérivation. Donc en fait, toute l'analyse est fausse. Donc il faut faire attention. Il ne faut rien oublier, aucune règle. Il faut parcourir toutes les règles de la grammaire et chercher le nom terminal en question. D'accord? Où on le voit. Donc ici, le E', il est là, il est là. Donc on a la même forme. Donc ce sont les suivants de E'. Donc ça revient au même, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc il n'y a plus de E' ici. Donc on avance. Donc ce sont tout simplement dollars et parenthèses fermantes. Alors maintenant, je passe à T. Donc là où je vois T, il est là. T est ici. Donc vous voyez, donc ce sont les suivants de T sont allez, les suivants de T, les premiers de E', pas de E, attention, sont les premiers de E'. Les suivants de T sont les premiers de E'. Mais comme E', n'oubliez pas, E', il faut voir, E' est nullable. Voilà, ce sont les premiers de E'. Mais comme E' est nullable, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ce sont les premiers de E'. D'accord? Moins epsilon, bien sûr. Comme E' est nullable, donc il faut rajouter, bien sûr, les racines. Les racines, c'est E et E' ici. D'accord? Là où se trouve, bien sûr, T. Donc, je reviens. Les suivants de T sont les premiers de E'. D'accord? Et comme E' est nullable, donc je prends les suivants de E. J'ai un autre T ici, j'ai d'autres T ici. D'accord? Donc, ce sont les premiers de E' toujours. Et comme E' est nullable, donc je prends les suivants de E' cette fois-ci. Donc, il ne faut pas oublier, vous avez deux racines à rajouter. Donc, ce sont les suivants de E et les suivants de E'. Est-ce que c'est clair? Donc, voilà. Donc, je prends les premiers de E'. Les premiers de E' sont tout simplement, donc c'est plus, moins. Il ne faut pas mettre l'epsilon. Il faut toujours retirer l'epsilon et rajouter donc les suivants de E et les suivants de E' qui sont tout simplement les mêmes. OK? C'est clair? Donc, je passe au suivant de T'. Suivant de T', donc il faut chercher les règles où vous avez T'. Donc, vous avez ici FT'. Donc là, on a la forme où il est à l'extrême droite. Donc, je prends les suivants de T tout simplement. Donc là, ici, donc j'avance. Donc ici, les suivants de T' sont les suivants de T. Donc vous voyez ici, les suivants de T' sont les suivants de T' qui sont les mêmes. Donc le seul où j'ai le T', c'est ici. Donc tout simplement, les suivants de T' sont les suivants de T. Et je reprends bien sûr ce que j'ai déjà calculé. Vous voyez comme il y a une dépendance. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut mieux commencer à calculer les suivants donc de l'axiome et vous descendez contrairement au calcul des premiers. Donc maintenant, les suivants de F, les suivants de F, donc il faut regarder là où vous voyez un F. Attention, donc il y a un F, donc ce sont les premiers de T'. Et comme T' est nullable, donc je rajoute les suivants de T. Donc là, c'est la même chose. F, T', d'accord? Donc FT', T', donc je prends bien sûr les premiers de T' sont déjà pris.
Et donc, je rajoute tout simplement, comme T' est nullable, je rajoute les suivants de T'. Et voilà, donc on aura calculé tout simplement, voilà, tous les suivants. Est-ce que c'est clair pour le calcul des suivants? Est-ce que j'ai répondu à travers cet exemple à la question de Ayoub, je pense, tout à l'heure, quand il a parlé de alpha inclus, histoire de bêta et alpha inclus. C'est bon, Ayoub? Alors, Ayoub ne réagit pas. Est-ce que c'est bon? Bon, pas de réponse. Ok, bien. Ok, c'est bon, parfait. Mais celui qui a posé la question, j'aurais bien voulu qu'il me réponde, mais il n'a pas répondu. Bref, donc maintenant qu'on a terminé, voilà, ok, Ayoub, parfait, c'est clair, très bien. Donc maintenant, je vous ai dit, on a rempli une partie de la table d'analyse avec les premiers, mais on avait quand même du vide à partir, bien sûr, quand on a des epsilons. Là, quand on a des epsilons, ben, il faut aller chercher les suivants. On vient de calculer les suivants, donc il suffit de remplir, bien sûr, la table avec le reste du suivant. Alors, maintenant, euh, quand c'est nullable, où est-ce qu'on va remplir? On va remplir dans la ligne E', et on va remplir dans la ligne T', tout simplement, là où les non-terminaux sont nullables. D'accord? Donc, le E' et T'. Donc, vous voyez bien. Donc, dans le E', je vais remplir les suivants de E', c'est quoi? C'est dollar et parenthèse ouvrante. Donc, je vais dans dollar et parenthèse ouvrante et je vais mettre tout simplement la règle E' qui se dérive en epsilon. C'est-à-dire que je peux, ce sont les suivants, donc je peux dire à l'analyseur donc d'utiliser cette règle qui est E' se dérive en epsilon. Donc, de même pour T'. Donc, ici, c'est T', c'est aussi, donc je vais, donc vous voyez, c'est plus, moins, parenthèse fermante et dollar. Et donc, je vais mettre tout simplement T' qui se dérive en epsilon dans les 4 cases correspondantes. Est-ce que c'est clair? Donc, comme ça, on a rempli notre table d'analyse aussi bien donc avec les premiers et les suivants. Voilà. Donc, si vous n'avez aucun terminal, aucun non-terminal nullable, on n'a pas besoin. Donc, pour le moment, on n'a pas les suivants, on saura quand est-ce qu'on en aura besoin. En tout cas, pour remplir la table pour le moment, on n'a pas besoin donc de calculer le suivant pour ce cas-là. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Bien. Donc, on avance. Je pense que techniquement parlant, c'est pas difficile à faire. Il suffit de comprendre le principe, simplement. Alors, un exemple, en fait, c'est pratiquement le même exemple, euh, juste avec quelques nuances, mais en fait, c'est pratiquement le même. Mais ça fait pas de mal de répéter un petit peu le principe. Donc là, on a en fait, voilà notre grammaire, étant donné donc notre grammaire qui est toujours la même. Donc ici, la table, en fait, c'est pas une table. Pour pouvoir le premier cas, Salahuddin, on a oublié d'ajouter 2 epsilon dans le premier cas. Quel cas? Oui, madame, dans le cas de dollar et la parenthèse fermante, concernant le suivant de E. Je reviens de Ah tout oui, à l'heure. oui, je parle de l'exemple précédent, oui. Qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié d'ajouter, concernant le dollar et la parenthèse fermante, on a Où oublié ça? À quel niveau? d'ajouter 2 epsilon. Où ça? Dans la première ligne, Euh, dans la table Quel premier? Celle-là? Le E? Ah oui, Ben, E n'est pas nullable. Pourquoi je vais rajouter? non, pour le dollar et la parenthèse fermante. On a le suivant de E. Le suivant, on a rempli que pour la ligne E et la ligne, on a rempli que pour la ligne E' et T'. Pourquoi? Je vous ai dit, ce sont les deux seuls non-terminaux qui sont nullables. Et c'est là où on a besoin de savoir leur suivant. Quand un non-terminal E n'est pas nullable, on n'a pas besoin de connaître le suivant au niveau de la table. D'accord. Donc, vous voyez, on n'a pas oublié, en fait. Il y a le E, il y a le T, il y a le R.
On n'a pas rempli ça parce qu'on n'a pas besoin. D'accord, D'accord? merci. En fait, D'accord? Donc, oui, si tu Oui, permets, oui, oui, Wassa, vas-y. Salahdine, je crois que là, il y a une petite confusion. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que cette table, c'est elle qui va guider dans la recherche des dérivations possibles. Et donc, de un, tu dis qu'il faut qu'on rajoute des epsilon dans dollar et parenthèse fermante, donc dans la case E avec dollar et la case E avec parenthèse fermante. Mais si on met dollar, ça veut dire qu'on rajoute une règle de production qui, à la base, n'existe pas. Tout à fait. Donc ça c'est quelque chose qui est impossible à faire. On ne rajoute pas des règles. Maintenant, la deuxième chose que je voudrais préciser, Madame Duré, elle a expliqué, réexpliqué de différentes manières possibles. En fait, quand on a E', quand on a en fait n'importe quel nom terminal qui se dérive vers epsilon, on peut se dire que quand c'est pas un premier, quand en fait quand par exemple j'ai avec E' que j'ai num n'est pas un premier, je peux dire bah, dans ce cas-là, je vais dériver en epsilon. Or, ce qu'on essaie de faire avec le suivant, c'est de dire ce n'est pas la peine que je dérive E' en num si je ne suis pas certain que je vais arriver à avoir un num juste avec le nom terminal ou avec la branche qui suit le E'. Et donc, du coup, on ne mettra E' que lorsque, il y a un epsilon, et pour choisir dans quel cas on dérive vers epsilon et dans quel cas on dit que c'est une erreur. Alors, Mme Djoulé l'a expliqué, mais vraiment de différentes manières. Je ne sais pas si j'essaie de reprendre, mais je ne sais pas si c'est plus clair. Non, au contraire, bien au contraire. De toute façon, c'est tout à fait normal. Moi, je Salahdine, est-ce que ça semble plus clair? Et Ah oui, merci Salahdine d'avoir posé la question. oui, merci, c'est clair, Merci d'avoir posé la question parce que je suis sûre qu'il y en a d'autres qui pensent effectivement. Oui. Donc, c'est bien. Dès qu'il y a quelque chose qui ne marche J'ai pas, oublié que ce n'est pas le même cas concernant la première ligne. Oui, j'ai remarqué que pour E' et le cas de T', concernant le suivant de E' et T', on a le dollar et la parenthèse fermante. J'ai oublié que ce n'est pas le même cas pour le E. très bien. D'accord. Voilà. Ok. Bien. Donc, j'espère que c'est plus clair. rassurant. Ah oui, c'est plus rassurant avec cette précision. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, en fait, cet exemple, en fait, c'est franchement, c'est c'est un récap. Hein. Donc, vous voyez ici, on a tout regroupé dans une table, les premiers, les suivants et ceux qui sont nullables. C'est-à-dire qu'on ne prend en considération les suivants que dans le cas où c'est nullable. Donc, ici, on a mis donc ce qui est nullable, c'est E' et T'. Vous voyez, donc le E n'est pas nullable, le T n'est pas nullable et F n'est pas nullable. Donc, en fait, on ne prend en considération les suivants que dans le cas où c'est nullable. Pourquoi? Tout simplement, quand j'ai une dérivation avec epsilon, comme a dit Madame Chadli, donc je veux voir en fait, je vais prédire en fait qu'est-ce qu'il y a après. Je veux voir le suivant parce que quand je dérive en epsilon, si le suivant c'est bien l'UL cherché, bah, je prends le epsilon. Si c'est pas l'UL cherché, bah, si par exemple ici j'ai un UL, donc ici les suivants de E', c'est parenthèse fermante et dollar. Mais si j'ai un UL, par exemple, qui est parenthèse ouvrante, d'accord? Je me dis, oui, c'est annulable. Est-ce qu'il y a une parenthèse ouvrante? Je regarde dans les suivants, non, il n'y a pas de parenthèse. Donc, en fait, ça ne sert à rien de mettre le... C'est même pas la peine d'aller plus loin. Donc, il va me retourner erreur. Tout simplement. D'accord? Donc, ici, en fait, on va essayer de remplir, justement, ça rejoint un petit peu la question que tu viens de poser, Salahdine. Donc, ici, bien sûr, ici, je remplis bien sûr avec les premiers. Donc tout d'abord, je commence avec les premiers. Donc E qui se dérive en TE' et E qui se dérive en TE' ici. Donc les premiers, c'est tout simplement, donc c'est N et parenthèse ouvrante. Donc voilà. Pour E', donc c'est la même chose. Pour E', les premiers, c'est plus, mais il est nullable. D'accord? Donc ici, E', pardon. Là, je suis dans E'. E'. Les premiers de E', c'est plus. D'accord? Donc, je fais ça. OK? Or, il faut remplir aussi parce qu'il est nullable. Donc, il faut prendre en considération les suivants. J'ai les premiers et j'ai le suivant parce que c'est nullable. D'accord? Je continue.
Mais ici, je prends les premiers, mais c'est pas nullable, donc je ne vais pas plus loin. Donc c'est simple. Quand c'est nullable, je prends en considération les deux, les premiers et les suivants. J'espère que c'est clair ici. Donc je prends les suivants, ces parenthèses fermantes, et $. Et donc je mets cette fameuse règle qui prime se dérive en epsilon. Donc ici, on met epsilon parce que la règle, c'est epsilon. Mais il se peut très bien qu'il y ait une règle qui n'est indirectement, c'est epsilon. Donc ici, par exemple, si je prends dans le cas, imaginez que E, j'espère que je trouvais l'exemple, imaginez que le T était nullable. D'accord? Imaginez que le T est nullable ici, par exemple. D'accord? Si T est nullable, d'accord? Qu'est-ce que je fais pour le E? E n'est pas nullable. On est d'accord. Mais il a un premier qui est nullable. Donc, il va hériter. Donc, ici, je ne vais pas mettre dans les suivants, je ne vais pas mettre E qui se dérive en epsilon puisqu'il n'existe pas. D'accord? Donc, en fait, je vais mettre tout simplement la règle TE'. Vous avez compris ma remarque? Je la reprends. Je reprends ma remarque. Et ici, j'ai mis E' qui se dérive en epsilon parce que c'est la règle. Elle existe, elle est là. Mais parfois, j'ai le epsilon d'une manière indirecte. Je dis, imaginez tout simplement que j'ai T qui se dérive imaginez que T est nullable, que j'ai une epsilon ici. Le E qui se dérive en TE', vous voyez très bien que j'ai pas de epsilon, mais T est nullable. Donc, il va hériter donc, de T qui est nullable. Donc, il va hériter ici aussi de cette fameuse règle. Donc, ici, comme il n'existe pas de E qui se dérive en epsilon, ben, je vais marquer cette règle-là, TE'. Donc, ça, c'est juste pour vous dire que quand on va passer à l'analyse formelle, on n'a pas forcément E qui se dérive en epsilon. Donc, je continue ici pour T. T n'est pas nullable, donc je prends juste donc les premiers. T' est nullable, donc je prends les premiers et les suivants, d'accord? Et donc je mets la règle en question, c'est epsilon, et F, tout simplement, elle n'est pas nullable, je prends les premiers. Est-ce que c'est clair? Là, vraiment, on a refait donc le même exemple, mais d'une manière plus, on récapitulait un petit peu tout ce qu'on a vu. Donc, on a vu la construction des premiers, des suivants. Donc, quand c'est nullable, on prend compte des suivants et on construit notre table. Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous saurez construire votre table d'analyse pour bien sûr, une analyse descendante. C'est clair? Vous saurez calculer les premiers, les suivants et construire l'analyse. Eh bien, parfait. Donc, on va avancer. Madame, Oui, j'ai une petite question. oui, Alors, on a dit que pour faire le bon choix de la règle, on doit choisir, on a l'analyseur lexical qui donne un symbole de prévision qui est un terminal, normalement. bien Et sûr. donc, à partir d'un nom terminal, on va choisir une règle. Alors, je comprends bien que, par exemple, les unités lexicales ici, plus, produit, les parenthèses, Tout ok. ça. Mais Tout le ça. dollar, j'ai pas bien. Le dollar, en fait, c'est l'analyseur lexical, il envoie le dollar, il dit que c'est la fin de la chaîne. Enfin, le dollar, c'est la fin de la chaîne, c'est-à-dire que la chaîne est terminée, il n'y a plus de duel. C'est D'accord, juste pour marquer la fin de la chaîne. d'accord, C'est ce que j'ai dit. Parce qu'on ne saura pas. Quand on sait que la chaîne est terminée, c'est quand on tombe, c'est par défaut, on dit on ferme la chaîne, on termine la chaîne par dollar. Ça désigne tout simplement, ça marque la fin délimiteur. d'accord. Merci Dalila, oui, c'est le délimiteur de fin d'entrée, tout simplement. D'accord, c'est bon? Oui, madame. Ok. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on avance. Alors, maintenant, si on veut écrire notre algorithme pour construire la table d'analyse, d'accord? Donc, la table d'analyse. Donc, l'algorithme, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Pour toute règle, A qui se dérive en alpha, donc c'est une règle. Quand je dis appartient à P, ça veut dire que c'est une règle. C'est les productions. Pour toute règle A qui se dérive en alpha, donc si A est un premier de alpha, d'accord? Il faut remplir la table d'abord par les premiers, c'est ce qu'on a dit.
Donc, si A est un premier de alpha, il faut aller remplir, bien sûr, dans l'intersection, on est dans l'entrée de A alpha, M à A, il faut remplir, bien sûr, avec la règle A qui se dérive en alpha. C'est clair? Donc, A, c'est un terminal, et A, grand A, c'est le non-terminal, d'accord? Donc, dans la matrice, dans la case M, donc relatif au non-terminal A et au terminal petit a, on va mettre tout simplement la règle A qui se dérive en alpha. Donc ça, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, on a rempli par les premiers, d'accord. Donc, tous les premiers, on va mettre les règles correspondantes. Et donc, pour toute règle, il faut l'ajouter, donc bien sûr, dans les premiers relatifs aux premiers, les colonnes des premiers. Alors, si epsilon appartient au premier de alpha, donc c'est-à-dire si j'ai un non-terminal qui est tout simplement nullable. Si alpha est nullable, tout simplement, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et B appartient au suivant de A. D'accord? Donc, il va falloir, dans la règle, aller vers les suivants et mettre A qui se dérive en alpha dans toutes les colonnes des suivants de, tout simplement, de A. C'est clair? Donc, il faut aller chercher les suivants de A et mettre. Donc, vous voyez ici, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Si alpha, c'est directement, si j'ai la règle A qui se dérive en epsilon, je mets A qui se dérive en epsilon. Mais comme l'autre cas que je dis, si j'ai pas A qui se dérive directement en epsilon, si A se dérive en T, E, et c'est T qui est nullable, donc il faut mettre la règle T, bien sûr qu'il ne faut pas mettre, parce qu'elle n'existe pas déjà. La règle, si la règle A qui se dérive en epsilon directement n'existe pas, bah, on ne doit pas mettre une règle qui n'existe pas, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on met la règle correspondante, bien sûr, qui se trouve au niveau de la grammaire. Donc, si epsilon appartient, bien sûr, à alpha, bien sûr, si alpha est nullable, et dollar est un suivant de A, bien sûr, là aussi, le suivant, il faut mettre, bien sûr, au niveau de dollar, il faut mettre aussi le suivant, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour le E, on a vu, donc il y a le dollar, il faut mettre aussi la fameuse règle en question A qui se dérive en alpha. Donc pour toute entrée non définie, il faut mettre erreur. Donc au niveau de la table, comme ça, l'analyseur, quand il va trouver erreur, ben, tout simplement, il va retourner que la chaîne n'est pas engendrée par la grammaire. Parce que le flux des dérivations, on va les trouver au niveau de la table, comme on l'a vu pour la matrice de transition, pour l'automate. Là, c'est la même chose. Ici, pour la table d'analyse, ben, on va suivre tout simplement. À chaque fois donc on a un nouveau nom terminal, on va aller chercher jusqu'à ce qu'on trouve donc que c'est bon. Si on trouve bien sûr que c'est bon, donc on va sortir. Sinon, ben, tout simplement, il va indiquer erreur, c'est-à-dire que c'est pas défini et le mot n'est pas tout à fait défini. Alors, n'est pas engendré. Okay. Alors, maintenant, on revient à cette histoire d'automate à pile dont on va parler. D'ailleurs, on l'a utilisé d'une manière implicite quand on a analysé plus ou moins, que ce soit Madame Chagnot ou moi-même. On l'a utilisé quand on a traité des exemples. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on l'a laissé le E, on l'a laissé, à chaque fois, on laissait un nom terminal en attente parce que on traitait toujours de la gauche vers la droite et il y a des noms terminaux qui attendent au niveau de la dérivation. Ces terminaux, ils vont aller où? Ben, tout simplement, c'est grâce à une pile qui va nous aider. C'est pour ça qu'on appelle donc l'implémentation grâce à cet automate à pile. Donc, si je prends par exemple la même grammaire, d'accord, c'est là. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, notre analyse prédictive, bien sûr, notre analyseur, comment il fonctionne? Il fonctionne, on a dit, avec une chaîne d'entrée qui se termine avec $. Donc, ça, c'est la chaîne qui est renvoyée par un analyseur lexical. Okay? Donc, un par un, une unité par unité. Et j'ai une pile. C'est là où j'utilise, bien sûr, ma pile. Et au début, la pile, elle est vide. Donc, en général, on met $, dans la pile pour dire qu'elle est vide. Et on commence à chaque fois qu'on a des nouvelles dérivations. Donc, on les stocke. Alors, on va voir. Donc, en fait, l'analyse prédictive, qu'est-ce qu'elle fait? L'analyseur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il prend le premier qui est normalement, il prend l'axiome, d'accord? Et il le match avec ID. Donc, ça va nous donner une règle. Alors, cette règle, elle va avoir une partie droite
qui est, je sais pas, elle peut être de longueur n, mais je vais traiter que le nom terminal qui est le plus à gauche. Et tout le reste, on doit le mettre quelque part. Et c'est ici qu'on le met. Donc, si par exemple, ma règle, c'est XY, ben, il faut donc empiler donc ma règle, il faut la partie droite de la règle, il faut l'empiler ici. Donc XY dans l'ordre inverse bien sûr, parce que je vais commencer par celui qui est le plus en haut, celui qui est le plus à droite de la règle qui est X. D'accord? Après donc je vais matcher donc ce X avec idée jusqu'à ce que j'aurai consommé mon idée, ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle chose, donc on empile, on dépile, on empile, on dépile jusqu'à ce qu'on aura consommé donc toute la dérivation. Et si à la fin on se trouve avec dollar, ben tout simplement, c'est-à-dire qu'on a tout consommé. On a consommé la chaîne en entrée et on a dérivé tous les noms terminaux au niveau de la dérivation. Et donc, la pile est vide, la chaîne consommée complètement. Et donc, on peut dire que le mot a été tout simplement reconnu, tout simplement. D'accord? Donc, en fait, le principe de l'analyseur utilise bien sûr ce qu'on appelle un automate à pile. Ce n'est rien que ça. Un automate à pile, il utilise tout simplement une pile grâce à cette table d'analyse qu'on vient de construire. Il utilise cette pile-là pour stocker au fur et à mesure donc de la dérivation, ce qui est les noms terminaux qui sont en attente de dérivation par la suite. Alors, donc le noyau en fait de l'algorithme, c'est quoi? Le noyau de l'algorithme, c'est exactement ce que je viens d'expliquer oralement. Je dirais que si le A est un symbole de prévision, pardon, on est dans la prédiction. Si A est un symbole de prévision, d'accord, envoyé par l'analyseur lexical, et X qui est la tête de pile, c'est-à-dire le nom terminal qui est au-dessus, c'est le dernier. Donc, il peut être au début, bien sûr, c'est l'axiome, mais au milieu de l'analyse, il est en tête de pile. Donc, je dois matcher le nom terminal qui est en haut de la pile avec le terminal qui est envoyé par l'analyseur lexical. Et on doit les matcher tout simplement. Les matcher comment? Bah, aller chercher dans la table d'analyse. Tout simplement, c'est la table d'analyse qui va me donner justement le résultat de ce matching, tout simplement. Donc, si X est un terminal, hein, ou un dollar, d'accord? C'est-à-dire que je suis en fin, tout simplement. Ben, il faut dire que si X est un terminal, donc si X égale 1, si X est un terminal, hein, qui est en haut de la pile, si j'ai un terminal, num par exemple, hein, c'est la dérivation f qui se dérive en num. Donc si num elle va être en tête de pile, je le match avec num qui est retourné par le L, c'est le même. Donc si X égale 1, c'est bon, c'est le même, bah, tout simplement c'est bon, je dépile et j'appelle l'analyseur lexical. Donc, il faut consommer l'UL, donc au niveau de la pile. S'il est consommé, bah, je le dépile et je passe à la suite. Donc, dépiler le X et appeler l'analyseur lexical pour un nouvel donc UL, tout simplement. Sinon, si ce que je match, par exemple, num et l'UL, c'est ID. Je vois num et ID, ben non, c'est pas la même chose. Donc, ça va pas. Donc, erreur. OK? Donc, c'est erreur. Donc, je n'ai même pas besoin d'aller matcher quoi que ce soit au niveau de la matrice, de la table d'analyse. Donc, sinon, ça, c'est quand je suis devant un terminal. D'accord? Maintenant, ce n'est pas un terminal, je suis devant un non-terminal. C'est-à-dire que l'élément qui est au-dessus de la pile est un non-terminal. Si c'est un non-terminal, c'est X. Donc, je vais aller dans la matrice, tout simplement, dans la table d'analyse et prendre la règle qui me donne la table. Donc, la règle, c'est ça, c'est Y1, YK, d'accord? Donc, tout simplement, il va falloir prendre ce YK, toute la partie droite de la règle, et l'empiler, bien sûr, dans le sens inverse pour avoir le nom terminal le plus à gauche qui est au-dessus, au sommet de la pile, bien sûr, pour le traiter en premier. Donc, j'empile, vous voyez ici, j'empile à l'envers, YK, YK-1 jusqu'à Y1. Bien sûr, Y1 qui va être au sommet pour pouvoir le traiter en premier. Sinon, si dans la matrice, j'ai erreur, d'accord? Et c'est pas défini, il n'y a rien.
donc le matching entre X et A, ça n'existe pas, la table d'analyse me donne erreur. Bah, tout simplement, bah, il faut sortir, il faut renvoyer erreur. Donc, il faut refaire tout ça. Je dois répéter jusqu'à ce que je trouve X égale $. D'accord? C'est-à-dire, j'aurais consommé toute la, bien sûr, ou bien j'aurais consommé toute la chaîne d'entrée, ou bien tout simplement, je suis arrivée à la fin, je veux dire, à la pile vide. Parce qu'il y a $ aussi je veux dire, dans le fond de la pile. D'accord? C'est-à-dire que j'ai vidé la pile tout simplement, c'est marqué ici, la pile est vide. OK? Alors là, on va utiliser un exemple pour voir un petit peu le comportement. Donc, on prend toujours, on est fidèle à notre grammaire, l'expression arithmétique. OK? Donc ici, vous avez bien sûr la table d'analyse qui est remplie avec ses premiers et ses suivants. Parfait. Alors maintenant, on va donc là, c'est l'algorithme, c'est le même. C'est un algorithme qui est classique. Donc là, j'ai pris celui, donc on a mis la référence ici, mais c'est exactement le même. Il est dans le dragon, il est tout ce que vous voulez, c'est le même, c'est le classique partout. Donc notre entrée qu'on veut vérifier ici, c'est n plus n que multiplie n. Alors, le comportement, et c'est ça ce qu'on appelle le comportement de l'analyseur, d'accord, ou de l'automate à pile, si vous voulez, sur l'entrée n plus n. Donc, quand vous voyez une question, on vous dit donnez le comportement ou quel est le comportement de l'analyseur sur telle chaîne, bah, ça veut dire tout simplement qu'il faut faire ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, vous avez notre grammaire, voilà, tout simplement, et ici, voilà, l'automate à pile se comporte ainsi. Vous avez l'étape, c'est-à-dire que ce sont ces étapes-là que j'ai numérotées donc, au niveau de l'algorithme, l'étape 0, l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et l'étape 4. Donc ici, vous avez les étapes. Ici, vous avez la règle de la grammaire qu'on va utiliser. Ici, vous avez la pile. Qu'est-ce qui est dans la pile? Qu'est-ce qui reste? Empilement, dépilement, vide, etc. Ici, vous avez l'entrée, c'est-à-dire ce qui est envoyé par l'analyseur lexical. Donc, le comportement de l'analyseur sur une chaîne, c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. C'est comme ça que fonctionne l'analyseur. Donc, l'étape 0, tout simplement, initialise la pile donc, à l'action, parce que pour pouvoir engendrer une chaîne du langage, il faut absolument commencer par l'action. Donc, forcément, je mets E dans la pile. Donc, $ qui désigne pile vide, d'accord? Et le E qui est l'axiome. C'est à travers l'axiome qu'on doit bien sûr dériver en premier pour commencer. C'est comme l'état initial au niveau d'un automate. Alors l'entrée, bien sûr, c'est n plus n que multiplie n et on termine bien sûr pour finir avec $, délimité avec un $. Ça, c'est l'entrée. Bien sûr, c'est UL par EL. Nous, on écrit tout juste pour avoir une idée sur la prévision tout simplement par la suite. Alors, ici, bien sûr, donc vous voyez qu'ici, on va directement parce que on a, bien sûr, on va directement ici pour tester. Donc, l'étape, c'est tout simplement l'étape 3. Si X est un non terminal, tout simplement, E est un non terminal. Donc, on va directement ici. Donc là, je ne vais pas revenir à chaque fois au niveau de l'algorithme. C'est juste pour vous expliquer comment le comportement se fait grâce, bien sûr, à cet algorithme. Bien, donc la règle, ici, grâce à la matrice, va me donner tout simplement E qui se dérive en TE'. D'accord? Donc, on va empiler E'T, bien sûr, à l'envers. Okay? Parce qu'après, on va matcher T avec N. D'accord? L'entrée, elle est toujours la même, puisqu'elle n'a toujours pas été consommée. Tant qu'on n'a pas encore trouvé le N au niveau de la pile, on continue donc à chercher toujours donc sa boucle. Donc ici, ce que je vous dis, donc T' T qui se dérive en FT', d'accord? Toujours on empile à l'envers, d'accord? Je continue, voilà, le principe est le même. Donc là, ici, la règle, c'est F qui se dérive en N, d'accord? Donc F va être remplacé par N. Donc bien sûr, on va dépiler le F et remplacer bien sûr par N, tout simplement. Et donc là, on peut matcher N égale N, vous voyez ici, X égale A, voilà. Et donc, tout simplement, on va aller vers, tout simplement, donc on va dépiler le N. C'est clair?
Voilà, donc ici, on continue, E', T'. Donc, c'est T' qui va être matché avec plus. Donc, T' avec plus. Vous voyez, ici, c'est le fameux suivant qui joue ici. Donc, vous voyez, on sait que le plus est un suivant de T'. Donc, on peut dériver grâce à cette règle T' qui se dérive en epsilon. Si on n'avait pas mis ça au niveau de la table, ben, on va rester bloqué parce qu'il n'y a pas de plus. Le plus n'est pas un premier de T'. Donc, on va rester bloqué. Mais comme T' est nullable, donc on peut utiliser bien sûr le suivant et donc utiliser cette règle qui est T' qui se dérive en epsilon. Voilà, donc T' maintenant, il est tout simplement, donc c'est epsilon. Ok, donc on dépile le T' et donc quand c'est epsilon, on ne voit plus. Donc là, bien sûr, E' qui se dérive, E' va matcher avec E dans la table, va me donner plus TE', et ainsi de suite. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu le principe. Donc on va y aller. Ici, on continue. Donc là, on trouve le plus avec le plus. Donc en fait, on est sur l'étape 2. Et donc voilà, donc il suffit de dépiler et d'avancer le T avec N. Donc on utilise la table CFT', et ainsi de suite. Vous voyez l'analyseur, comment fonctionne? Ben oui, c'est grâce à cet algorithme qu'on doit normalement implémenter, d'accord, au niveau de votre TP, bien sûr, pour pouvoir donc analyser le comportement et voir si une chaîne appartient, oui ou non, donc au langage. Voilà, donc ici, donc il faudrait empiler, bien sûr, T' F. Donc F va être matché avec N, tout simplement, voilà, et N égale N, donc l'étape 2, ainsi de suite. OK, donc là aussi, quand on aura fini, donc vous voyez que N avec N, et donc 1. Donc vous voyez ici, vous dites, il n'y a plus d'entrée, mais j'ai encore des choses dans la pile. Est-ce que le mot n'est pas engendré par la grammaire? Non, ce n'est pas le cas, parce que on a ces fameux, je veux dire, au niveau de la table, bien sûr, vous avez bien vu que dans dollar, et c'est pour ça qu'on remplit la table au niveau de dollar, il faut, si on n'a pas rempli au niveau de dollar le fameux E' qui se dérive en epsilon et le T' qui se dérive en epsilon, on serait bloqué, il y aurait erreur. Et le mot n'appartiendrait pas à la grammaire, au langage. Or, bien sûr, on continue. La matrice, la table d'analyse nous fournit effectivement qu'on peut utiliser ces fameuses règles avec epsilon qui nous permet de dire effectivement, vous voyez, donc là, j'ai $, $ pour l'entrée et $ pour la pile. Et c'est ça l'automata pile. L'automata pile, il est construit de ces trois choses-là. Donc la règle, l'état de la pile et l'état de l'entrée. Donc quand vous avez donc l'état $, ça veut dire que le mot est tout simplement engendré par la grammaire et appartient au langage. Voilà. Donc ici, tout simplement, retourne pour se dire vrai que le mot est, eh bien, appartient au langage. Est-ce que c'est bien compris le déroulement ou le comportement de l'analyseur sur cette chaîne d'entrée? D'accord? Donc, on aura, avec cet exemple, on aura bien sûr expliqué toutes les étapes de l'analyseur prédictif. Donc, sur un exemple, tout simplement, qu'on vient de voir, c'est toujours le même exemple qu'on a pris. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, c'est clair. Alors maintenant, on revient sur la nature LL1. C'était la question qu'on vous a donnée, donc sur le forum. On vous a demandé de dire que ce que ça signifie le LL1. Donc, il y a des choses qui sont ici écrites, mais il y a aussi des choses qu'on a déjà, on en a déjà parlé auparavant. Depuis le début donc de l'analyseur syntaxique, donc le début de la partie analyse syntaxique, on a commencé par réécrire la grammaire, donc de la rendre non ambiguë, de la rendre non récursive à gauche, de la factoriser. Donc tout ça, c'est pour bien sûr rendre la grammaire plus déterministe et donc de pouvoir aller vers
une table d'analyse déterministe avec bien sûr une seule règle ou un seul choix, c'est-à-dire pour chaque bien sûr décision au niveau de la table d'analyse. Donc ici, je dirais tout simplement, et vous l'avez, la plupart l'ont dit, donc au niveau du forum, mais il y en a, je crois, 2 ou 3 seulement qui ont parlé de cette histoire de, je veux dire, conflit entre les premiers et les conflits entre les premiers et les suivants. D'accord? Ça, c'était la dernière étape, justement, puisqu'on n'avait pas encore calculé les suivants. Donc là, justement, le fait qu'on ait factorisé, le fait d'avoir factorisé, normalement, on ne doit pas avoir ça. Il faut toujours tester que les premiers sont disjoints. Si les premiers ne sont pas disjoints, d'accord, donc on risque d'avoir, bien sûr, une confusion ou je veux dire, un problème au niveau de l'entrée de la table d'analyse. Donc, une grammaire, donc bien sûr, ici, le fait de parler de 1, c'est on a un seul symbole de prévision et on ne cherche pas donc un deuxième pour avoir le suivant, pour avoir une idée de ce qui va venir par la suite. Donc, le 1 fait référence à un symbole de prévision à chaque fois. À chaque fois, l'UN nous fournit un seul symbole. Donc, je ne vais pas rentrer dans les LLK parce que ce n'est pas notre objectif. Ici, si vous avez bien compris le LL1, ça suffit largement. Donc, il y en a qui ont parlé de LLK, mais je préfère ne pas en parler parce que ce n'est pas notre objectif. Vous l'avez bien vu, on donne un seul symbole et pas plusieurs. Bien sûr, ce sont des grammaires qui permettent l'écriture manuelle d'analyseurs simples, bien sûr simples. Et c'est pour ça qu'on va passer à la deuxième type qui est le LR, qui va bien sûr avoir plus donc de flexibilité, si vous voulez, au niveau des grammaires. Là, on est vraiment il faut pas qu'on ait une récursivité à gauche, il faut factoriser, il faut pas avoir ceci. Donc quand même, il y a des restrictions, il y a quand même des contraintes assez, je veux dire, sévères pour pouvoir. C'est contraignant, c'est-à-dire pour écrire une grammaire aussi déterministe, aussi bien faite, pour pouvoir utiliser ce type d'analyse LL1 ou LL d'une manière générale. Donc, une grammaire G-édite LL1, si et seulement si pour toute règle, d'accord, alpha, bêta, d'accord, si par exemple j'ai 2 règles qui partent de alpha, il faut que les premiers de alpha et les premiers de bêta soient disjoints. C'est clair? Donc, il n'y a pas de conflit entre les deux. Et aussi, si bêta est nullable, il faut que j'ai, bien sûr, si bêta est nullable, c'est-à-dire que je vais aller vers les suivants. Les premiers de bêta avec les suivants de A, tout simplement, doivent être bien sûr disjoints aussi. OK? Voilà, donc ici, c'est juste pour généraliser dans le cas où j'ai plusieurs règles, tout simplement. Donc, les premiers sont disjoints et les premiers de alpha i avec les suivants de A, bien sûr, soient disjoints tout simplement. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Je pense par ce slide, on a terminé, d'accord? Alors, cet exemple-là, qui est complet, vraiment jusqu'à l'explicitement donc du comportement de l'analyseur, on va le voir tout à l'heure en TD. On va faire une séance de TD tout à l'heure, donc TP-TD. On va le voir ensemble et on va le corriger ensemble, Inch'Allah, donc dans les 2 groupes, Madame Chiadini et moi-même. Alors, est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris donc le principe de l'analyseur syntaxique prédictif, descendant, donc de bout en bout. Donc, vous êtes capable maintenant donc de réécrire normalement, donc de rendre la grammaire de la factoriser, d'éliminer la récursivité, donc si elle est ambiguë, tout ça, de faire quoi? Bon, l'ambiguïté aussi de faire des délimiteurs ou avec partager ou éclater avec deux noms terminaux, ça c'est au niveau de l'ambiguïté. Vous devez être capable de calculer les premiers, calculer les suivants, construire, ça c'est l'objectif de cette partie-là. Calculer les premiers, calculer les suivants et construire la table donc à partir des premiers et suivants. Et aussi donc pouvoir utiliser la table et parcourir donc
l'automate à pile pour pouvoir analyser le comportement d'une chaîne donnée. C'est clair. C'est clair? OK. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Donc, c'est bon, parfait. OK. Alors, je vais me contenter de ces bons et de ces oui. Même ceux qui ne... Voilà, donc il est 40. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va... je ne sais pas, Dalila, si tu as des choses à rajouter. Non, je crois que c'est bon. Et puis bon, si aujourd'hui on a fini plus tôt, c'est pas plus mal. Exactement, parce que On peut souffler, ils peuvent souffler avant de reprendre dans une vingtaine ou la 25 minutes à peu Alors, près. il y a un quiz, je vais peut-être l'avancer un peu pour vous permettre Ah oui, c'est vrai, j'oublie. Ah bah oui, donc finalement, oui, bah c'est tant mieux si aujourd'hui ils arrivent à terminer avant. Mais parce qu'avec cette histoire de décalage, on ne sait plus quand est-ce que ça va commencer et c'est vraiment énervant. Mais bon, alors Shorok, est-ce que tu peux me confirmer Je vais arrêter l'enregistrement parce que sinon on va... Oui, madame. En fait, c'est toujours la même chose que la semaine dernière.